Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect. Au sommaire de ce soir, on en recose. C'est notre rubrique Actualité et débat avec dans cette émission un point sur les différentes actualités. Nous reviendrons sur les récents attentats en Turquie, mais aussi sur les rebondissements du week-end et début de semaine dans les affaires des attentats de Paris du mois de novembre et dans celles de nouveaux attentats prévus et a priori évités. Les prêtres deviennent-ils fous? Plusieurs affaires éclaboussent la religion catholique ces derniers temps. Que faire face à cela? Nous nous interrogerons. Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est la première nouvelle région à adopter un nouveau nom. Que cela évoque-t-il à nos chroniqueurs et quelles conséquences? Nous y reviendrons. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions et à débattre avec nous sur Facebook et Twitter et sur le mail de l'émission politique@radio-rec.fr. Dans la deuxième partie de cette émission, nous ferons notre coup de projecteur sur l'actualité médias et cinéma. Rien ne va plus pour Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste, en tout cas du côté de la presse, car les audiences sont toujours là. Alors Touche pas à mon poste, cas d'école du scandale médiatique, nous nous poserons la question. Enfin, le droit d'auteur sur Internet avec la multiplication des sites et des sources, comment réglementer et comment croire ce qui est écrit, à qui revient le droit d'auteur? Voilà ce qui ponctuera notre émission. En attendant, Politiquement Incorrect numéro 117, c'est parti, générique. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et je suis très heureux de vous retrouver, et je suis heureux également de retrouver mes chers compères. Bonsoir Nelson. Bonsoir Nico. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Et bonsoir Baptiste. Bonsoir Nico. Baptiste, il faut prendre le bon micro. Si tu prends celui que tu as dit que tu ne voulais pas, Bonsoir Nico. On va pas s'en sortir. Eh bien voilà messieurs, une nouvelle semaine a passé et nous revoici pour Politiquement Incorrect. Et on remercie bien sûr tous les auditeurs qui nous écoutent, que ce soit en podcast, que ce soit sur YouTube, voilà, sur SoundCloud. On les remercie et on remercie également ceux qui nous encouragent par le biais de leurs commentaires. Allez, on débute tout de suite avec le réquisitoire. Et pas du tout, puisqu'on va commencer par On en recose, puisqu'il n'y a pas de réquisitoire ce soir. On change de jingle. Allez, c'est parti. Et voilà, je sais que vous aimez bien cette petite virgule musicale du réquisitoire, c'est pour ça que je me suis permis de la mettre, Marc, ce soir. Je me suis dit que cette attention te toucherait. Exactement. Là, je me sens déjà beaucoup mieux. Alors, nous allons débuter ce petit focus sur l'actualité que nous faisons en ce début d'émission, en première partie ce soir, avec les attentats d'Ankara, les attentats de Bruxelles, enfin les attentats non, mais ce qui s'est passé également ce week-end à Bruxelles et ce qui aurait pu se passer à Paris, puisque vous le savez, l'actualité autour des différents attentats a été relativement importante. Alors bon, il faut bien sûr dissocier ce qui s'est passé en Turquie de ce qui se passe en Europe, puisque en Turquie, c'est un groupe kurde, un radical kurde, qui a revendiqué l'attentat, ce qui n'a rien à voir directement avec les attentats de Paris de novembre dernier. Voilà, ce sont les Faucons de la liberté du Kurdistan qui ont revendiqué ce jeudi l'attentat de la voiture piégée qui a fait 35 morts ce dimanche à Ankara. Et donc, actualité évidemment brûlante en ce qui concerne cette information. Et puis, voilà, c'est Le Monde qui nous relaie. Hashtag on veut mieux que ça, signé Daesh. On est d'accord. C'est-à-dire? Non, rien, c'est bon. Oui, on est meilleur que vous, quoi, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, attaque suicide, à 18h45 dans les rues de la capitale turque, donc ce week-end. Voilà, des attentats, ce qui nous ramène à chaque fois qu'il y a des attentats, que ce soit en France ou à l'étranger, et encore plus évidemment quand c'est à l'étranger, au constat que nous ne sommes pas les seuls concernés, qu'il n'y a pas qu'un seul type d'attentat, qu'il n'y a pas que Daesh qui fait des attentats, Marc. Voilà, les attentats, c'est une longue culture des attentats, mais une fois de plus, ça montre là que, oui, il y a même des pays qui en subissent tous les jours d'ailleurs, en Afrique. Ah oui, en Afrique, et puis surtout la Turquie est, si vous voulez, une plaque tournante entre ce monde du Moyen-Orient et le monde dit européen, même s'il y a des fois des partisans pour ceux occidentaux qui diront Orient-Occident. Mais oui, on a ici un double problème, c'est-à-dire que le président Erdogan, le président turc, a toujours marqué son intention de lutter contre les Kurdes, et pas seulement les radicaux d'ailleurs, les Kurdes dans leur généralité. Et ça rejoint la problématique aussi de la zone de Daesh. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la Turquie étant un corridor qui permet justement à la zone syro-irakienne de passer vers
l'Occident, l'Europe, comme vous voulez, en fait un enjeu pilier. C'est-à-dire que, au même titre que le Tchad aujourd'hui est le verrou africain, sahélien, qui permet justement de contenir les différentes forces rebelles qui sont autour de cette zone, le Cameroun, le Nigeria et autres, et ben la Turquie est aussi une plaque tournante pour deux raisons. D'une part, parce que, je le répète, Daesh passe, enfin Syrie, par la zone syro-irakienne, c'est un couloir vers l'Europe. Et deuxièmement, les Kurdes ont longtemps protesté contre le régime d'Erdogan. Et c'est une réponse, si vous voulez, en 2015, il y a eu de gros attentats menés justement par le PPK, le parti kurde, enfin le groupuscule terroriste ou radical, on diront certains, kurdes. Et Erdogan avait fait bombarder des bases kurdes. Alors, il a fallu les localiser et autres. Évidemment, comme je répète souvent, le terrorisme, les bombardements ne font jamais que des morts terroristes. Il y a aussi des civils. En tout cas, ces attentats-là, justement, très récents à Ankara, montrent bien que, d'une part, les Kurdes se révoltent de plus en plus contre le pouvoir turc, et deuxièmement, que Ankara est quand même le couloir, le corridor privilégié depuis très longtemps pour faire passer des actions terroristes. Et se rajoute en plus à ces actions kurdes la déstabilisation que cause Daesh. Alors que cause Daesh, deux choses déjà, parce que la Turquie fait longtemps, depuis un certain temps, le jeu de Daesh en rachetant le pétrole et en nous le fournissant, si bien qu'aujourd'hui vous pouvez avoir du pétrole qui vient très bien des zones contrôlées par l'État islamique, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que les Kurdes comprennent bien que ce double jeu que mène la Turquie avec le Daesh affaiblit nettement Erdogan, et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui euh, pilonner ou plutôt commanditer des actions terroristes. Et en tout cas, et ça rejoint une question plus globale, et j'arrêterai là-dessus, sur la question des minorités dans des pays qui ont une longue histoire de conflits entre toutes les peuples, toutes les nations, on peut dire, qui sont dans un seul pays. Et ça rejoint la question africaine, les questions africaines. 11 arrestations, nous dit Le Monde, qui ont eu lieu, voilà, et principalement donc autour des rebelles du PKK, c'est comme ça qu'on les appelle, et si, voilà, si ça fait référence à ce qu'on peut entendre dans les différents médias. Merci pour ces quelques explications très intéressantes, un petit peu sur le contexte autour de ces attentats. Nelson? Oui, non, je voudrais juste réagir à ce que ce que tu as dit dans ta présentation, excuse-moi. Tu parlais de culture du terrorisme, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça de culture quand même. Ça me fait un peu tiquer l'oreille si tu veux. Non, je pense que, enfin, je te laisse, mais je pense qu'il y a vraiment une logique interne. Je pense qu'on peut pas considérer que ce sont des fous. Alors c'est des fous voilà, au même titre. Alors dans ce cas-là, les Japonais ont été des fous parce que pendant la Seconde Guerre, ils ont eu des actions de kamikazes, et du coup, ce sont des fous. Et tout. Il y avait quand même deux enjeux qui étaient, d'une part, ne pas perdre, et du coup, l'esprit de la défaite étant plus fort que l'esprit de vivre dans la défaite. Non. Les kamikazes, ça découle d'une culture japonaise. C'est une chose. Bien sûr. La culture de l'attentat, c'est un moyen de s'exprimer qui ne relève pas justement de la culture, qui relève d'un moyen désespéré d'essayer de se faire entendre par un moyen simple. C'est de la déconstruction. Je pense pas que ce soit, justement, quand tu dis se faire entendre, ça nécessiterait qu'il y ait un programme derrière et que du coup on essaierait de négocier. Or les terroristes n'ont pas envie de négocier. Ils veulent s'étendre. En soi, le but d'un attentat, c'est de montrer qu'ils sont là. C'est de faire peur. C'est de faire peur. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est ça qui est le plus important. En utilisant une déconstruction, c'est-à-dire, t'essaies de détruire les choses en faisant un attentat, détruire une image ou un truc comme ça, c'est ce qui s'est passé avec Daesh. Et parler justement de culture de l'attentat, je suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de formes différentes d'attentats pour parler d'une culture. C'est-à-dire que c'est systématiquement le même genre de choses. On va toujours frapper de plus ou moins près des symboles. Là, mais sur la question des symboles, je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça a toujours été comme ça. Là, pour rebondir encore sur l'exemple de la Seconde Guerre, alors c'était un conflit mondial, bien évidemment, mais il y avait aussi l'enjeu de taper sur des symboles. Vous doutez bien qu'en attaquant Leningrad et Moscou, le régime nazi avait l'intention aussi de taper sur des symboles. Stalingrad étant la ville de Staline, Leningrad, la ville du révolutionnaire de 1917, et Moscou, la capitale de la Russie. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que je pense qu'on peut parler de culture du terrorisme, parce que la culture induit, selon moi, l'idée d'une distinction. C'est-à-dire que, alors la distinction au sens large, c'est essayer de distinguer pour faire appartenir à un groupe par distinction à d'autres. Et je pense qu'il y a une espèce de culture là-dessus, parce que la culture, finalement, c'est ce qui fait société. Et sur ces sociétés-là, si on peut dire que ce sont des sociétés, en tout cas, ça tente d'être une société. Alors,
mauvaise ou bonne, ça je m'en fiche un peu, mais en tout cas, ça a la volonté de faire société ou plutôt d'étendre son pouvoir. Et là-dedans, il y a une forme de culture qui passe justement par avoir des attaques chocs pour justement qu'on les laisse tranquilles. Pour dire bah, finalement on va arrêter de bombarder parce qu'on se mange des actions en retour et du coup il faudrait se retirer. Alors moi je suis pour qu'on se retire mais de manière intelligente. Et donc je soutiens Nico sur cette idée-là de du culture d'attentat parce que les groupuscules comme ça, que ce soit Daesh ou même les partis radicalisés comme les partis kurdes, ont toujours agi comme ça, si bien que le Nigeria a fait pareil, enfin le Boko Haram au Nigeria a fait pareil dans le nord avant de se faire détacher par les sultanats du nord. La même chose qui a été fait par AQMI au Mali avant de se détacher justement du MNLA et de rester plus proche du mouvement qui s'appelle toujours le mouvement d'Ansardine. Non, il y a une logique comme ça où ces groupes-là ne vivent que par les attentats et du coup c'est une forme, je pense, c'est une forme de culture. Alors le problème du culture c'est que c'est un petit peu polysémique, on peut dire un peu ce qu'on veut, mais je pense que leur plus grande construction à ces gens-là passe par la déconstruction, par les attentats et autres, et c'est pour ça que je pense que l'idée de culture du terrorisme c'est de s'en détacher de ce qu'on pense d'habitude, mais il y a quand même une forme de logique là-dedans. Non, mais faut Pour te dissocier quand répondre, même oui. l'idée de logique. Excuse-moi, Nico. Non, mais Pardon. pour répondre à Marc, et ensuite on enchaînera. Oui, non, mais c'est pas parce. C'est parler d'une culture de terrorisme. Je suis pas d'accord avec toi. Je crois vraiment, sincèrement, que qu'on peut pas. Sans doute l'État islamique, pour prendre cet exemple-là, parce que c'est celui qui est un peu en vogue en ce moment, ils ont une idée culturelle de ce qu'ils sont. Et peut-être que dans leur esprit, l'attentat est une culture, mais je ne crois vraiment pas à ça. Après, attaquer des symboles dans le cadre d'une guerre, ça c'est psychologique, si tu veux, c'est une atteinte psychologique. On peut pas parler de culture. À partir du moment où on parle de déconstruction, en fait, la culture, Non, mais c'est un peu compliqué à expliquer, mais on mais s'entend pas justement sur le terme. Moi, par culture, j'entends forme d'habitude, forme de façon de faire. On parle souvent de la culture française aujourd'hui. oui, Et mais on dit la justement, culture c'est française pas. passe par les bistrots, ça peut passer par les bouquins, ça peut passer par le débat, ça peut passer par beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eux, quelle est leur forme d'habitude culturelle? Pour l'instant, c'est de démonter pour mieux se construire. Ou de construire pour mieux démonter. Non, moi je Donc, crois que c'est oui, surtout un effet. Enfin, c'est un outil parfois au service de la culture, mais c'est pas, le terrorisme Oui, en soi, c'est pas de la culture, tu je, vois. je rejoins, malgré mon introduction qui, bon, était peut-être un peu floue, mais je rejoins ce que dit Nelson à travers le fait que euh, on parle plus facilement de la culture qu'il tente d'imposer via le terrorisme que ça. voilà. Non, moi, je parle vraiment des actes. Et Oui, je mais dis. on peut pas parler. Enfin, Non, mais il y a de la culture qui passe la culture du terrorisme est effectivement Bah, une si bien. phrase, est effectivement une phrase, enfin est une phrase surfaite. Enfin, je veux dire, Non, mais c'est pas la regarde, réalité des choses. les attentats, je termine là-dessus. Les attentats se passent toujours de la même manière. Mhm. Voiture Oh, piégée. non, Si, ah c'est non, toujours comme ça. Voiture piégée ou mort dans les civils. Ça se passe non. toujours comme ça. Les voitures piégées, les bâtiments piégés, les attaques dans les rues, dans les rues, il y a la Maximoff, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand tu es engagé dans des actions comme ça, tu vas pas avoir quelque chose de nouveau qui va consister à faire comment on appelle ça, de la diplomatie ou autre. Ça passe par par la destruction. Non mais c'est ça aussi leur Mais non, culture. mais Alors, en sens que c'est une forme d'habitude et que ça se passe toujours comme ça. Mais on ne s'entend pas sur le terme de culture. C'est vrai que quand on dit culture du terrorisme, en soi, ça nous paraît bizarre parce qu'on se dit, bah non, il ne peut pas y avoir de culture là-dedans, il n'y a aucun projet. Or, je pense que bon, l'habitude et la façon de faire Non, fait mais que il y a ça même soit pas une une culture en tant identité que telle. là-dedans, enfin bref. oui, Bon, et on n'est puis pas d'accord. on va pas. C'était une phrase de l'introduction. On va pas. On n'avait pas C'est une prévu de question parler de la intéressante, culture. hein. Oui, non, mais voilà, mais de définir la culture ce soir, c'est pas l'objet de l'émission. Et chacun aura compris que vous avez une définition différente du terme dans ce que l'on avait là, et que effectivement le terme est riche et il est utilisé pour plein de choses différentes. Il y a la définition du mot culture en sociologie, mais il y a aussi la définition en philosophie et la manière dont est utilisé aujourd'hui le terme dans les médias notamment. Et en Euh, agronomie. et en agronomie, oui, et bien sûr, oui, évidemment. Mais c'est vrai. Mais pour le coup, ça n'a vraiment rien à Non, mais voir. oui, On voit maintenant ce qui s'est passé à Bruxelles ce week-end. En fait, il y avait des perquisitions, une perquisition notamment dans le quartier de Forest, et en l'occurrence Cour Forest. Euh, Moi, j'aurais dit Caroline. Caroline Forest, oui, oui, Forest, mais pas Forest. Donc Forest qui est l'une des 19 municipalités de la ville et région de Bruxelles. Alors voilà, Paris est une ville-département. Bruxelles, c'est carrément une ville-région. C'est quand même d'autres choses. Donc ouais, voilà, qui c'est qui a la plus grosse? Ah, ah.
Merci Nelson. Euh, C'est pas un truc patatam. non, je les ai pas les sons, je suis désolé. Je voudrais vous remettre un générique si vous voulez, je peux vous remettre le réquisitoire si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Hein. C'était la blague de Nelson. Voilà. Donc, une fusillade, non, c'est quand même pas très drôle ce qui s'est passé puisqu'une policière française a été blessée et donc une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Donc voilà, des arrestations qui se sont faites dans le chaos un petit peu ce week-end. Enfin, ce week-end, non, c'était mardi, mais en début de semaine. Et là encore, voilà, c'est suite aux affaires du 13 novembre. Hein. C'est la suite de l'enquête qui avait été lancée autour du 13 novembre après les attentats de Paris et qui se poursuit en Belgique, on le sait maintenant depuis plusieurs semaines. Autre élément, et puis je vous ferai réagir ensuite sur ces deux affaires, c'est ce qui s'est passé à Paris, puisqu'effectivement, 3 hommes et une femme ont été arrêtés hier, alors que notamment il y en a qui étaient assignés à résidence. Donc voilà, parce que là on est à peu près certains aujourd'hui dans le cadre de l'enquête qu'ils s'apprêtaient à commettre de nouveaux attentats sur le territoire français, notamment je crois en centre de Paris, c'était prévu ces attentats. Donc là aussi, voilà, des affaires, des attentats. On sent aujourd'hui, autour de ce qui s'est passé au mois de novembre à Paris, que tout n'est pas terminé, d'une part, et que ça pourrait recommencer, d'autre part. Bah, de toute façon, moi je pense que enfin, ça va être noir ce que je vais dire, mais si ça peut pousser justement à davantage de décentralisation, que les gens se cassent de Paris un peu, ça fera pas de mal. On est un peu marre que tout soit à Paris, mais plus sérieusement. Cours d'urbanisme. Oui, donc oui. Alors justement, est-ce que l'urbanisme peut passer par le terrorisme? Je ne sais pas, faut voir. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais non, de toute façon, là on en parle parce qu'on a attrapé des leaders, enfin, ou des leaders, ou en tout cas des gros pions de différentes actions, mais il faut arrêter les services secrets par la loi par la loi, pas d'exception, mais en tout cas ce qui est par l'état d'urgence. L'état d'urgence. Pardon pour les exceptions. Par l'état d'urgence fait que beaucoup de potentiels terroristes sont arrêtés, contrôlés, arrêtés, et beaucoup d'attentats ont déjà été déjoués par les services secrets. Enfin, c'est un côté un petit peu James Bond, mais en tout cas c'est comme ça qu'on les appelle. Beaucoup d'attentats ont déjà été déjoués, même avant le 13 novembre, si vous voulez. C'est-à-dire que ça ne doit pas nous rassurer, parce que tout montre qu'à chaque fois qu'on en chope, on va toujours se remanger des actions après. Donc, bon, les services secrets font leur travail dans la mesure du possible, mais on ne pourra jamais arrêter ça. Et on n'est pas à l'abri, alors il faut vivre comme il faut, mais on n'est pas à l'abri n'importe où, bon, surtout dans les grandes métropoles, visiblement, d'être touché par ces groupes, parce qu'on n'arrêtera jamais. Pardonnez-moi la métaphore, mais c'est un peu comme un ver solitaire. Si vous ne coupez pas la tête, il y a de grandes chances pour qu'il reste dans votre corps. Mais c'est un petit peu ça, si vous voulez. Et le problème, c'est qu'on cherche une tête à l'État islamique, mais c'est très difficile de les trouver. Et quand on trouve une tête, bah, finalement, il y en a une autre qui arrive, comme par exemple quand les États-Unis avaient assassiné et tué et largué au loin le corps de Ben Laden. Voilà, je cherchais le nom. Donc voilà, le problème, c'est que ça se reforme. C'est une forme d'hydre un hydre à 6 têtes, pour citer Camelot. Non, mais en tout cas, ça se recompose toujours, si vous voulez. C'est pas une soirée crêpe. Non. Nelson, tu avais quelque chose à rajouter à... Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a. On mène quand même énormément d'actions qui sont dans l'ombre par rapport aux attentats. Bon, on arrête des mecs, on les surveille surtout. Là, je pense que c'était un peu un petit coup médiatique, histoire. Enfin, pas que, évidemment. Mais il y a quand même une grosse histoire de coup médiatique avec ça. Enfin, je sais pas si c'est totalement vrai, mais j'ai eu un peu ce sentiment-là quand j'ai entendu l'info. Je me suis dit, tiens, bon, bah, ça y est, il y a un attentat, bah, nous, on en chope tout de suite après. Bon. Après, apparemment, le mec qu'ils ont chopé, c'est un gars qui était connu des services de police depuis Bien un sûr. petit moment. Oui, Il sortait de oui. prison. Et bon, bah, Déjà, en on n'a mars pas de- retrouvé voilà. d'armes chez lui. En plus, on a retrouvé, je crois, une balle de Kalachnikov. Bon. Et un drapeau de Daesh. Par contre, mais bon, on a trouvé. Enfin, je me demande si c'est pas plus médiatique que réellement politique. Après, les médias sont une forme d'arme. Hein. Tu fais bien de parler de ce Français, enfin de ce jeune homme Ouais, un franco-marocain, je de crois. 28 ans qui a été condamné en 2014, en mars 2014, c'était il y a 2 ans, jour pour jour presque, puisqu'on est en Et mars voilà. 2016, condamné à 5 ans de prison. Ah bah, il est sorti tôt, c'est bien. Voilà, pour tout
bonne pour conduite. être voilà, non mais c'est vrai, hein, c'est important de le signaler. Aujourd'hui, les prisons sont pleines, il y a des remises de peine, il y a tout ce que vous voulez. Bon, il n'était pas laissé tout seul, mais bon, il était simplement entre guillemets sous contrôle. Et c'est vrai que c'est pas forcément rassurant, Baptiste. Ce n'est pas rassurant. C'était quoi déjà la question de base? La question de base. On s'éloigne un peu au fur et à mesure. Non, les attentats. Les attentats? Les attentats qui ont pu se déjouer pour ce qui est de cette partie-là, avec, on le voit, quelqu'un qui est, en l'occurrence, qui était normalement en prison pour 5 ans et qui, au bout de 2 ans, est déjà dehors. Et puis, ce qui s'est passé à Bruxelles ce week-end, avec là encore l'enquête du 13 novembre qui se poursuit. Oui. Non, mais effectivement, ce que racontait dans ce micro, ce que racontait Nelson en disant que c'était un coup de pub dans la presse. C'est pas c'est ce ça que j'ai dit direct. Enfin, c'est Non, possible, j'ai eu ce possible. sentiment-là quand Non, mais même. après, c'est bien aussi d'en parler. Ça permet marrer et tout. C'est un peu comme tout, si tu veux. Never forget. Non, mais voilà. Non, mais c'est marrer et tout. C'est bien quand même que ça reste dans l'esprit des gens. Bon, c'est toujours un peu le problème après du climat de terreur où tout le monde en parle tout le temps, tout le monde flippe et après, au niveau de l'économie, ça tourne un petit peu. Il y a toujours des enjeux un peu plus profonds que ça. Mais c'est bien qu'on en parle. C'est bien qu'on parle des réussites. Les échecs, généralement, on le paye suffisamment cher. Mais faut pas oublier aussi que des fois, ça marche. Que dans les coulisses, il y a des choses bien qui se font. Après, et voilà. On peut pas éliminer une culture comme ça. C'est pas bien. Il y a un mec qui a déjà essayé il y a longtemps. Ça marchait pas. Non, mais voilà. Non, mais après, oui, Tu tu rejoins. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je rejoins. Bah oui, tu veux dire quoi? Ils ont arrêté des mecs supposés terroristes? Bah c'est bien. Je peux pas dire le contraire. On peut s'inquiéter sur le fait qu'ils soient par Le exemple problème, c'est en qu'on peut liberté. s'inquiéter qu'il y en ait. Non, mais ce qu'on peut s'inquiéter, c'est qu'il y en ait surtout. Enfin, ça prouve une chose, c'est que déjà, il y a des mecs qui sont quand même bien. Enfin, ils ont des noms, tu vois. Enfin, Bah, évidemment, La Ils menace, ont des non, noms. mais la ils menace, les ont déjà arrêtés. C'est normal qu'ils aient des noms. Non, mais Non, mais enfin, ils ont réussi quand même. Ouais, Ça, ils suivent, pas. quoi, ils taffent, les mecs. Ils réussissent malgré tout. C'est ça Oui. aussi. C'est ça. Et c'est Mais bien, je mais pense non, mais que c'est attends, aussi la manœuvre. c'est bien aussi d'humaniser un peu la menace, parce qu'au final, on dit le terrorisme, t'as l'impression que c'est un truc qui est dans l'air, quoi. C'est le truc, c'est une attaque qui peut arriver de n'importe quand, t'es chez toi et tout, et bam, terrorisme. Tu sais pas. Et le truc, c'est que là, le fait de donner des noms, de dire on a arrêté, on te donne des chiffres, déjà, franchement, les chiffres, déjà, ça rassure. Ah, t'as arrêté 3 hommes, une femme, on a 10 trouvé... millions de chômeurs en France, ça rassure. Ouais, non, mais le chômage, c'est pareil, c'est une autre maladie. Mais voilà, ça rend la chose concrète. Non, mais ça rend la chose concrète. Le fait que tu aies une menace concrète, où tu sais qu'il y a des gens, tout de suite, tu peux imaginer qu'on peut réussir à l'éliminer. C'est tout, c'est juste ça. Alors après, oui, psychologiquement, bon, ça peut aider, tout comme ça peut faire paniquer les gens, après de se dire, bon, par contre, le jour où on dit on a récupéré une cellule de 30 personnes, bon, là, c'est tendu, quoi. Mais là, bon, si c'est 4 pèlerins, ça va encore. Ça peut faire mal, 4 pèlerins. Je rappelle que pour Charlie Hebdo, ils étaient 2. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, voilà. 3. 3 Avec Amédi Coulibaly. Oui, mais il n'était pas à Charlie Hebdo directement, Amédi Koulibaly. Non, mais il faisait partie du crew. Bien sûr. Révise, Nelson. C'est pas- Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour faire mal, il suffit d'être 2 finalement. C'est vrai. Oh. C'est pas bien, Nico. C'est comme en amour. Ah oui, non, c'est pas bien, Nico. Ce que tu fais, ceci ne nous regarde pas. Ah bah tiens, vous trouvez une très belle transition, nous allons parler des prêtres. Ah, oh Avec Alors, ils sont 4 Alors, un pour une troisième... victime. Un troisième... Non, quand même pas. Un troisième prêtre dans la tourmente dans le diocèse de Lyon. C'est pas facile à dire. Hein. Ah, il nous a fait une Nelson. Vas-y, tu peux nous la faire, Nelson. 1, 2, 3. Voilà. Je rappelle effectivement que le 27 janvier, le père Bernard Prénat a été mis en Non, faut examen. pas rigoler. Non. A été mis en examen non, c'est pas en plus. Pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant l'autorité, puisqu'évidemment les prêtres jouissent de... Bravo, bravo. Là, je crois qu'on est bon aujourd'hui. Il profite. Et voilà. D'une position, d'autorité. Je suis une position d'autorité. Allez, continue. Donc On va voilà. avoir toutes les organisations catholiques sur le dos. Hein. Sur le dos, enfin, façon de parler. Hein.
Bon, voilà. Donc, du coup, on a, voilà, dans ce diocèse de Lyon, là, dans le sud, quelques difficultés, après tout, avec les prêtres qui agissent de façon bizarre. Il y a plusieurs affaires qui sortent actuellement. Là, il y avait voilà, le Parisien, le Figaro qui parle de ces affaires. Jeudi, un troisième cas de prêtre dans le diocèse de Lyon, donc ayant été condamné pour agression sexuelle. Alors là, il ne s'agissait pas d'un cas de pédophilie, puisqu'il ne s'agissait pas de mineurs, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est pas bien. Non, mais Vous avez des c'est problèmes pas- avec les définitions, donc je les précise. C'est bien, t'as raison. Bon. Mais je pense que c'est culturel chez eux. Là, C'est une autre culture, absolument. là, ce sont des faits de 2004 à 2005, donc c'est vrai qu'il y a il y a une superposition aujourd'hui dans la presse des différentes affaires qui concernent les prêtres. Signalons qu'elles n'ont pas eu toutes lieu en même temps, mais qu'effectivement, il y a un problème qui aujourd'hui doit être réglé au niveau de l'Église et de ses enfin, des représentants de cette institution. Marc Nelson, je sais pas qui souhaite Bah, commencer. je citerai le pape qui disait que l'éducation catholique peut être longue et dure. Et donc, comprendra qui voudra. Et vas-y. J'aimerais rajouter aussi, quelqu'un effectivement a dit aussi, c'est à genoux qu'on aspire le mieux au bonheur. Très joli. Et le curé a dit, ne répète pas ça à tes parents. Voilà. Je pense que là, on est bon. Non, en tout cas, je ne sais pas si c'est propre, en tout cas, à la sphère du diocèse ou même des curés en règle générale et même autres. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup généralement d'affaires de ce type-là. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le fait de faire vœu de chasteté, quelque part, c'est quelque chose de très difficile à analyser parce que, encore une fois, je ne sais pas si c'est statistiquement démontrable comme quoi il y a beaucoup, il y a beaucoup de curés qui agissent comme ce monsieur, enfin ce monsieur, cet enfoiré, mais ce monsieur quand même. Et c'est très difficile à pouvoir à expliquer, c'est difficile, mais On ne plus que le prêtre soit une femme. ah ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais non, plus sérieusement, il y a quand même quelque chose. Alors, je sais pas si c'est les médias qui font en sorte, justement, comme on est dans cette logique où aujourd'hui le catholicisme et même toute forme de spiritualité est vue comme une ambulance, donc c'est facile de tirer dessus et que c'est en train de mourir. Alors, on ne sait pas si on fixe vraiment le curseur sur ces gens-là ou si c'est quelque chose de beaucoup plus étendu et qui n'est pas du tout à mettre en relation avec le fait de faire de la chasteté et autres, d'autant que les agressions sexuelles sur les gens de tous les jours et fait par des gens de tous les jours, on va dire ça comme ça, il y en a aussi beaucoup. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on a une tendance, si vous voulez, à fixer notre attention sur ces affaires-là parce dans notre imaginaire, enfin, hormis les blagues qui y sont accolées, on a la tendance que l'Église, c'est quand même quelque chose de sacré, de spirituel, de quelque chose qui n'a rien à voir avec ces genres d'agissements, et on voit que finalement, c'est le contraire. Alors, ce qui est reproché là pour en certains. plus, c'est voilà, il y a le cardinal et archevêque Barbarin qui est cité dans ces affaires pour ne pas être intervenu parce qu'il aurait su ces choses-là, voire même pire, certains des malfaiteurs qui ont tout simplement été promus parfois dans le cas. Alors bon, a posteriori après avoir fait. C'était peut-être un bizutage. A posteriori. Joli. Non, mais Tu les enchaînes, là. je précise aux auditeurs que rien de ce que je dis n'est écrit ou pensé de manière C'est ça qui est fou. malhonnête. Enfin voilà, je veux dire, c'est Marc qui relève absolument tout dans ce que je dis. Il faut le préciser. Non, mais tu parles de la pédophilie de la part des curés, tu dis a posteriori. Bah oui, a posteriori. Alors, oui, après, bah, ça passe rarement par autre part. J'aurais dit derrière, ça aurait été pareil. Enfin, je veux dire, tous les mots se réfèrent dans ce cas-là à ça. Ah, Donc, ouais, c'est ça. T'étais dans ce côté du manche, toi. voilà, c'est ça, si tu veux. Donc voilà. Nelson. Oui, Tu veux nous parler Ah. de tes années de jeunesse? non, Non. pas du tout. Par Du contre, catéchisme. il y a quelque chose quand même dans la façon dont on s'engage dans une voie spirituelle en tant que prêtre. En fait, il faut distinguer en fait quand même deux types de personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'engagent là-dedans avec un certain vécu. Ils ont pu être mariés, ils ont Ça, eu c'est une les protestants, expérience. ça. Non, mais ils ont pu avoir une expérience sexuelle avant de s'engager dans la spiritualité. Et donc qui ont peut-être un recul plus important, même si ça n'empêche pas les dérives. Mais il y en a aussi d'autres qui s'engagent vraiment très, très jeunes et qui, eux, pour le coup, sont parfois vierges. Des fois, ils peuvent s'engager là-dedans parce qu'il y a des pressions familiales ou que sais-je. Il y a
beaucoup de choses voilà, qui peuvent ah, là, je cherche mes mots, c'est affreux. Oui, c'est ça, qui peuvent forcer une démarche vers la spiritualité. Et c'est vrai qu'on peut trouver dans ces cas-là une forme d'immaturité au niveau sexuel. Et c'est pour ça qu'il y a quand même, selon moi, il y a quand même une petite causalité qui est derrière ça. Je pense que c'est un problème qui... le vœu de célibat, c'est quand même un problème. Je pense que c'est à cause de ça qu'il y a ces problèmes. Enfin, qu'il y a tous ces cas de pédophilie. À mon avis, si on en parle beaucoup, c'est aussi parce qu'il y en a un peu plus qu'ailleurs. Et, je pense que c'est aussi un peu dû à ça, c'est qu'il y a une forme d'immaturité à ce niveau-là, pour les prêtres qui sont concernés. Il y a un autre problème, après, c'est aussi cette espèce de non-dit, c'est-à-dire que quand il y a un prêtre qui pris la main dans le sac, et ben, l'Église va le prendre, va le mettre au vert bravo Marc, va le mettre au vert quelques temps, et puis va le remettre sur le circuit avec des enfants et tout. Ça, c'est un problème sur lequel on peut agir. Après, agir sur le vœu de célibat, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Je ne pense pas que ce soit un problème qu'il faille... Enfin, c'est pas quelque chose qu'il faille empêcher parce que ça fait quand même partie du culte. Il y a tout un tas de raisons qui font que le prêtre doit faire vœu de célibat, qu'elle soit culturelle ou idéologique. Mon père Alors, Baptiste voudrait parler. absolument. Moi, je pense que c'est surtout pas un complot, mais je pense que c'est une technique marketing pour le film Spotlight, qui est l'Oscar du meilleur film de l'année. Non, mais c'est très intéressant parce que donc là, ce film que je viens de citer, donc Spotlight, qui est sorti il y a pas longtemps, Spotlight qui parlait justement de Oscar du l'équipe. meilleur film, juste. Oscar du meilleur film, oui, juste. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas grave. C'était pas le meilleur, mais bref. Bref, c'était engagé. Bref, donc film qui raconte justement une équipe de journalistes, l'équipe de journalistes d'investigation Spotlight, qui ont dévoilé justement un peu tous les secrets et le fait que le Vatican couvre justement des prêtres et autres membres de l'Église qui ont fait des attouchements justement sur des mineurs. Film très intéressant. Alors après, est-ce que justement le fait que ce soit un petit peu à la mode en ce moment, ça a relancé un peu le fait les démarches d'en reparler plus souvent à la télé? Je crois qu'il y a autre chose. En fait, là, ce qui s'est passé dernièrement, je crois pas que ce soit lié, à mon avis. Non, mais non. Mais là, en fait, Technique c'est pas un cas de marketing très pédophilie, tardive. c'est ce que tu as dit, Nicolas. C'est que là, non, c'est Marc qui a dit ça. C'est pas de la pédophilie, non, c'est Nico. C'est pas de la pédophilie, c'est vraiment un délinquant sexuel. Lui, pour le coup, il est vraiment atteint. Voilà, il fait des viols sur des personnes qui sont majeures. C'est Et pire. c'est pas que c'est pire, mais Bah, là, un prêtre là qui s'en déjà, prend à des personnes majeures, cette fois, oui, il est pire que là, lui. oui, c'est une autre forme de délinquance qui n'est plus de la pédophilie. Ce mec-là, vraiment, il est dangereux. Et je crois que c'est pas la première fois qu'il se fait choper, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois. Et puis bon, bah là, c'est vrai que ça faisait beaucoup, c'est sorti, comme ça sort parfois, ça arrive à la surface, on a plein d'informations, des fois ça va un petit encart dans le journal, voilà, et puis là ça a pris de grosses proportions, ce qui a permis un peu de remuer un peu toute la merde autour de ça. On a ressorti toutes les affaires, tous ceux qui ont été C'est un peu une première, en même temps, je victimes. te dis, un prêtre qui touche un adulte, pour une fois que c'est pas un gosse, Ouais, mais enfin, ça surprend les gens déjà. pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai que ça a sont permis de évolués, mettre un petit finalement. pied dans Pas la habitués. fourmilière, tu vois, t'as tous les trucs qui sont sortis. Ah, Oui, mais moi c'est quand ça. j'étais petit, j'étais violé, Non, mais sinon, c'est ceci, toujours cela, ça, quand il y a machin. une personne qui après commence à parler, t'as tous les autres qui suivent après, quoi. C'est ça aussi, une fois que la porte est ouverte, le truc est là, le flow arrive. Je pense aussi que si ça marque les gens, c'est qu'il y a quand même un imaginaire derrière, tu vois. Mais Ça bien marque sûr, tout c'est le des monde, mecs de confiance, qu'est-ce que tu veux? C'est des gens à qui, justement, c'est quand même des représentants un peu d'une sorte de Mais spiritualité c'est un vrai qu'il peu faut. assez avancée. Tu sais, les mecs, ils font je sais pas, ils sont responsables des confessions. Tu leur dis tes plus grands secrets et tout le reste. Bon, je sais pas vraiment comment ça se passe. Et les mecs, tu leur dis tous leurs secrets. Tu te sens trahi. C'est vrai qu'à une C'est ça, c'est certaine des époque, jeux. dans les villages, le prêtre savait toutes les histoires de tout le monde. Bah, c'est à l'époque, ils avaient quand même l'autorité aussi, une très grosse autorité quand même dans la vie, dans la Ouais, société, bien quoi. sûr. Mais là, aujourd'hui, bon, ce que tu veux, forcément, ça reste encore des gens de confiance dans Pour cette certaines communauté. personnes, ouais. Mais après, enfin, dire qu'il faut bannir tout ça en bloc, je suis pas d'accord. Ça reste quand même une fondation vraiment forte pour les gens qui peuvent se sentir mal sans ça. S'il y en a à qui ça, enfin pas la pédophilie, hein, s'il y en a à qui la religion ça permet de se sentir mieux, franchement, y a aucun souci, tu vois, que ce soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste, ce que tu veux, ou même mormon, soyons fous. Honnêtement, on a, c'est d'autant plus dramatique que des gens de ces institutions-là soient pris à faire des choses comme ça.
Et c'est vrai que du coup, l'Église catholique, c'est quand même un sujet en or parce que les mecs, justement, font vœu de célibat. Donc il y a cette question-là qui est derrière. Ouais, ça reste aussi un très grand secret en fait. C'est ça aussi que c'est un petit peu intéressant parce que malgré tout, ça reste je te dis, le Vatican, ça reste extrêmement secret pour les gens extérieurs quand même. C'est pas non plus c'est pas un gouvernement transparent non plus. C'est pas, on Moi, sait il y pas a peu trop de ce qui choses se aussi passe opaques là-bas, que quoi. là-bas. Hein. Ah ben justement, tu sais, on sait pas du tout ce qui se passe. Eux-mêmes en interne, comment ils gèrent ces situations, on sait pas du tout. Alors messieurs, je vous propose sans aucune transition de passer à une information essentielle de cette semaine. Et oui, ça y est, Carambar va sortir les blagues pour adultes. Il paraît qu'elles seront du même niveau, C'est pas mais que pour le que 4 avril. Pardon, Baptiste. C'est pas que pour le 4 avril, le 1er avril, Pour ou je ne sais plus quand. Effectivement, la marque est coutumière du fait à l'approche du 1er avril, avec souvent des blagues. Alors, on ne sait pas si ça va se faire ou pas. Ça doit être une fausse annonce a priori, mais il y avait des exemples de blagues et c'était assez rigolo. Le problème, c'est que je ne les ai pas sous les yeux alors que normalement j'aurais dû les avoir. Voilà, donc Carambar qui fait des blagues au 1er avril, il n'y a rien de surprenant quand même dans cette histoire. Baptiste qui fait sa distribution. Je ne crois pas qu'on va être pilogué sur ce sujet-là, si tu veux bien, parce que... Oh, merci. Alors, C'est pas les blagues pour adultes. Rappelons qu'en 2000 un curé se fait prendre la bite dans le sac. Comment appelle-t-on ça? Le Non. catholicisme. Ah, c'est pas bien. Rappelons quand même qu'en 2015, Carambar avait dit qu'il était à vendre pour faire une blague. Donc voilà, c'est vrai que très régulièrement, Carambar fait des petites blagues quand on arrive au niveau du 1er avril. Je ne retrouve pas cet article, c'est dommage quand même. c'est sûr. Ouais, je sens votre désarroi, messieurs. Et voilà, donc c'est dommage, on va pas pouvoir commenter cette superbe information sur Carambar qui sortirait des blagues. Alors voilà, effectivement, c'est une boutade, c'est pour le 1er avril. Quoique ce serait quand même assez marrant finalement qu'il le fasse vraiment, ce serait rigolo. Ouais, quand Non, tu ça vois le change, niveau, là, parce qu'on a des exemples, là. Quand tu vois le niveau, j'en cite deux parce qu'ils sont magnifiques. Quel est le comble pour un joueur de pétanque? C'est de perdre la boule. Et il se marre. Et pourquoi les épingles sont-elles plus malignes que les aiguilles? Réponse: parce que les aiguilles n'ont pas de tête. Ok. Ha. LOL. Non mais c'est pourri. Ils devraient arrêter, je pense. Ça leur fait du mal. Moi, ça me donne pas envie de consommer des carambars. Mais je crois pas qu'on soit le public cible de ces blagues-là, à mon avis. Messieurs, vous êtes tous en train de manger, c'est bien. J'étais en train d'essayer de retrouver cet article. Non, mais, C'est-à-dire que quitte à je te choper un promets, on diabète, peut autant enchaîner, rigoler hein. en même temps. quoi. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave, écoutez, c'est dommage parce que ça devait être du plus bel effet. Et quand j'ai lu l'article à l'instant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus l'information que je cherchais. Donc c'est très embêtant, mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On passe à une autre actualité, beaucoup plus sérieuse cette fois-ci. Il s'agit. Oui, Marc? Non, Non, Baptiste, on a fait une bonne. Ah bah, je les ai retrouvées, mes blagues. Vas-y, Baptiste, on t'écoute. Ah bah non, t'as trouvé les meilleurs. T'as trouvé Vas-y, les blagues vas-y. Carambar. Ah, mais c'était quoi ta blague? Non, mais ça se fait pas. Non, franchement, allez, on enchaîne, on s'en fout de Carambar. Je suis rose de Oh. taille moyenne et j'intéresse les jeunes filles de 18 ans. Qui suis-je? Eh bien, c'est tout simplement le permis de conduire. Bah oui, forcément, quand on a 18 ans. Blague qui n'est plus à jour. Ce sont les prêtres qui ont édité les blagues, je le précise. Je parcours le ciel, la mer et la terre et j'aime bien me faire lécher le derrière. Qui suis-je? Nico. Le vent. Un timbre postal. Voilà. Bon, allez. Ah, Les régions, vous le savez, puisqu'on parlait de voyager, quel enchaînement. Les régions, vous le savez peut-être, la région, l'ex-région qui a fusionné Nord-Pas-de-Calais et Picardie, les deux ex-régions, forment aujourd'hui la région Hauts-de-France. Et là aussi, puisqu'on parlait de transition, c'est vrai que c'est intéressant, puisqu'on s'est rendu compte que ce nom, Hauts-de-France, était déjà déposé par un club de naturistes. Donc c'est assez rigolo pour le coup. Et donc il va y avoir une petite bataille peut-être juridique, ou j'espère pas quand même j'espère qu'ils vont s'arranger avant. Mais voilà, ce nom Hauts-de-France est déjà déposé par un club naturiste et c'est vrai que ça pose quelques problèmes pour aujourd'hui la future région. Enfin la future, elle existe déjà, mais pour le futur nom de la région. Précisons quand même que cette région Hauts-de-France aura toujours le sous-titre Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est ainsi qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a renommé cette région, si c'est pour garder le sous-titre avec l'ancien nom, si c'est pour que dans 15 ans on le fasse partir seulement, quoi. je trouve que le nom en soi est plutôt pas mal, malgré le côté naturiste. Hauts-de-France, toi tu aimes bien Ouais, je trouve Nelson? ça sympa. Ouais. Quand j'ai lu ça, j'avais trouvé ça un peu. Ouais, c'est bien.
Maintenant, bon, les naturistes. C'est pour ceux qui sont nuls en géographie, je pense. C'est pour les réformes de Oui, l'éducation Non, nationale. mais il y c'est a assez joli, tu vois. Ça rajoute un peu de swag à la Picardie quand même. Il y a eu... Ouais, enfin bon, les pecnos resteront pecnos. hein. Oh, s'il vous Ouais, plaît. mais tu viens Ah, des Parisien, Hauts-de-Seine. mais fait- Je rigole. Tu viens des Hauts-de-Seine, s'il te plaît. Non, attends. Restons sérieux, messieurs. Rappelons quand même, rappelons quand même, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Oui, rappelons quand même tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, puisque il y a eu des cartes qui sont sorties avec bas de France, côté gauche de la France, petit truc en bas de la France, enfin des petites choses comme ça pour se moquer de ce nouveau nom qui a été d'abord soumis, je dirais, alors non pas à référendum, parce que les référendums, les régions sont en train de se rendre compte que ça coûte trop cher à mettre en place. Déjà que l'identité visuelle et le nom d'une région, ça coûte cher à changer. Là, effectivement, les régions essayaient de faire au moins cher, généralement en faisant des sondages, des petites parutions, des sondages sur leur site internet, par le biais d'instituts, etc., pour trouver les nouveaux noms, pour ensuite pouvoir les voter en assemblée. Et enfin, rappelons aussi que ce sera le Conseil des ministres qui validera les nouveaux noms. Alors actuellement, on a les Hauts-de-France, donc tout en haut, j'allais dire. La Normandie reste évidemment la Normandie, la Bretagne également, les Pays de la Loire et l'Île-de-France ne bougent pas. Le centre Val-de-Loire avait changé de nom, puisqu'avant c'était le centre, la région centre, et même si elle n'a pas changé au 1er janvier, elle avait changé avant, elle avait changé, maintenant c'est le centre Val-de-Loire. Il y a tout un truc marketing pour dire en gros que les régions aujourd'hui, quand elles changent de nom, c'est pour la promotion du tourisme. Valérie Pécresse, la présidente de la région... Là, on va voyager. La présidente de la région Île-de-France a proposé, à moyen terme, pas tout de suite, De virer tous les Noirs et les Arabes de l'Île-de-France. non, de C'est ça qu'elle a dit changer le nom de la région Île-de-France pour la rendre plus attractive. J'imagine bien que Paris aujourd'hui a besoin d'être Moyen attractif France. niveau tourisme, hein, c'est quand même... Milieu de France. Non, Au mais lieu de Paris. non, mais au-delà de l'humour qu'on peut avoir, c'est vrai que changer le nom de l'Île-de-France, est-ce que ça a un intérêt quand on sait que c'est quand même aujourd'hui la première région touristique de France quand même? C'est très bien, c'est Île-de-France. Bah oui, c'est très bien. Pas, trop cool. mais ils ont une idée de comment pourquoi ils veulent changer ça. Non, là pour le moment, elle a dit, puisqu'il y en a qui changent, c'est vrai que moi j'envisage de changer le nom de la région. Ouais, bref. Ouais. De toute façon, Ouais. le problème, c'est que c'est un peu du camouflage parce que changer les noms, moi je veux bien, mais ça ne règle pas les problèmes fondamentaux qui ont été posés lors de la réforme, enfin le projet de loi et autres, qui est de savoir si dans ces regroupements-là, qui va avoir finalement qui va être la capitale régionale, ça ne règle pas les problèmes, qui va bénéficier et ne pas bénéficier de ces regroupements-là. C'est-à-dire que là, on écarte, si vous voulez, on essaye, c'est un peu comme les pubs, ça nous éloigne du sujet pour finalement nous faire dévier de notre but principal, qui est de savoir, ok, d'accord, il y a une réforme, il y a la réforme, et ça pose un tas de problématiques sur comment va se passer l'unité, l'intégrité d'une nouvelle région. Et c'est pas en changeant un nom, hein, c'est pas comme en Afrique, par exemple, où on a dit qu'on allait donner des noms à des pays, que ça a fait l'unité du pays, tant sur les plans des transports que sur le plan de la conscience, des consciences des nations. Donc moi je trouve ça, ce procédé, c'est du pur commercialisme à la con, c'est histoire de faire passer la pilule plus doucement sans poser les questions de fond, c'est un petit peu le propre peut-être de notre époque, de nous vendre du buzz, de nous vendre de l'économie, de nous vendre de la pub, du commerce, voilà, de la communication pour faire oublier les choses fondamentales. Alors rappelons enfin qu'il y a d'autres régions qui doivent changer de nom, toutes celles qui ont été fusionnées au 1er janvier. L'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, il y a quelques pistes. Il y a Akali, qui reprend en gros les dirait un initiales. Pokémon. Oui, voilà, c'est ça, qui reprend un peu les initiales de la nouvelle région. Ouais. La nouvelle Austrasie, Oula. ça ne veut rien dire, mais bon, c'est pas grave. Rhin-Champagne, c'est selon moi quand même ce qui est. Qu'est-ce qu'il y a Très joli. La région PACA qui devient bleu marine. Non, elle restera Provençal-Côte d'Azur. Rhin-Champagne, c'est ce qui me paraît être le plus logique, ou sinon on a plus géographiquement Grand Est, voilà, pour Ouais, les ils sont noms pas des fichus. régions. Champagne, Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas mal. Hein. ouais, Rhin-Champagne, je pense que c'est ce qui tient le mieux parce qu'en plus ça brosse l'ensemble du paysage. Bon, Ouais, après, c'est touristique. Bah, c'est souvent le Rhin qui est attaqué la première fois quand on boit du champagne. Donc t'es un lien aussi avec ça. Moi je trouve ça plutôt logique. Hein, on Est-ce sent la que c'est re- les alcooliques qui ont Est-ce trouvé la le terme. région avec le plus gros taux d'alcoolisme Peut-être. la Bourgogne-Franche-Comté, a priori, s'appellerait Bourgogne-Franche-Comté. Bon, c'est vrai que c'était pas le nom le plus long, donc on peut peut-être garder ça, parce que c'est vrai qu'elle est prise en sandwich entre le Rhône-Alpes et On parle plus l'Alsace-Lorraine, des curés, hein, Champagne-Ardenne. Nico, change de sujet là. Bah tiens, justement, la région des curés, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, c'est pareil, on a Laura,
pour Oula. En Auvergne-Rhône-Alpes. référence à une petite qui a été violée il y a pas longtemps. Non, mais ça voudrait rien dire, aura quoi. A-U-R-A, c'est complètement idiot. Oroal, Si, c'est pour le- cette nouvelle région. c'est l'aura divine. Ça fait gestion de déchets, ça, c'est comme Veolia, c'est pas beau. Ou alors l'Auvergne-Rhône-Alpes, bon, ce qui semblerait quand même le plus logique. En tout cas, une consultation a lieu du 9 au 25 C'est mars. donc, Renaud-Verne en qui ce pourrait moment. faire. Donc Renaud-Verne. voilà, ça peut intéresser évidemment ceux qui habitent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rappelons pour la Bourgogne-Franche-Comté que la décision sera prise le 18 mars. Et Val-de-Rhône. pour l'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, eh bien, il y a une décision qui sera prise. Le vote des habitants a lieu et une décision sera prise le 29 avril au plus tard. Pour l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, on termine en faisant l'ensemble des régions. On a Aquitaine qui pourrait prendre le dessus sur les deux autres régions. On a la Grande Atlantique. Non, la Grande Aquitaine, pardon, pour dire que ce ne serait plus l'Aquitaine d'avant, mais la Grande. Et puis le Sud-Ouest Atlantique qui pourrait être également pris comme décision. Ce sera le 20 juin. Donc là, il y a encore du temps, puisqu'effectivement, rien n'a commencé sur cette question. Peut-être que eux sont plus intéressés par savoir comment faire évoluer leur service que de se demander quel nom va avoir la région. Enfin, pour terminer, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Eh bien, on aurait le Languedoc-Pyrénées, l'Occitanie ou le Sud de France, oui, ce qui ferait référence au Hauts-de-France finalement avec Sud de France. L'Occitanie a été mise de Ça aurait été côté. pas de France en fait. Il y a une consultation, oui, de France. Il y a une consultation qui a lieu d'avril à juin et la décision sera prise le 24 juin. En attendant, sachez que Occitanie a été un petit peu mise de côté parce que elle ne plaît pas à tout le monde au sein de la région. Voilà pour les nouveaux noms de régions. Rappelons aussi que ça a un coût énorme cette histoire quand même. Occitanie, quand même, s'il Mm. vous plaît, excusez-moi, j'ai l'impression d'être dans Astérix. En Occitanie, un petit village de Gaulois. C'est un peu ridicule quand même, hein. C'est pas très moderne, Et vous voulez que je vous dise la blague qu'il y avait dans le carambar que Baptiste m'a passé? tant qu'à faire. Que faut-il faire quand on a le cafard? Acheter de l'insecticide. Voilà. Ah bah tiens, j'en ai Baptiste- une avec Baptiste- insecticide. Attends, bouge pas, bouge J'en pas. ai une aussi, moi. Insecticide, attends. Baptiste se plaignait qu'il n'y avait pas suffisamment Regarde. d'entertainment dans cette émission. Regarde, Bah voilà, regarde, j'en tu ai es une. servi. Bon alors, deux fous discutent. Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussures? Parce que j'ai des fourmis dans les pieds. Ah, pas mal. LOL. Allez, voilà, bon, vous avez compris donc. Bah, belle transition avec Cyril Hanouna. Oui, bah, C'est effectivement, de la merde. Oui, l'insecticide. Ouais, que des transitions ce soir. En tout cas, vous l'aurez compris, les présidents de région consultent leurs administrés pour savoir comment nommer les régions. On passe tout de suite au coup de projecteur. Coup de projecteur, deux sujets ce soir. On va commencer assez brièvement déjà par cette affaire Cyril Hanouna. Vous le savez, dans notre coup de projecteur, on met la focale sur le monde médiatique et le monde des médias de manière générale, avec Internet dans quelques instants, mais aussi des fois sur le cinéma. Cyril Hanouna, il y a eu beaucoup de parutions ces derniers temps. Il y aurait une taupe dans l'émission de Cyril Hanouna qui dénonce une mauvaise ambiance. Et maintenant, il y a des taupes, puisqu'effectivement, c'est des intermittents qui n'hésitent pas à dire qu'il y a une mauvaise ambiance, que ça se passe très mal en dehors, je dirais, du plateau, en dehors du direct de l'émission, qui est diffusé sur Direct 8 depuis maintenant quelques années. Alors à tel point, j'allais dire, mais on ne sait pas, Bertrand Chameroy, qui était chroniqueur dans l'émission, a quitté au moins temporairement cette émission. On ne sait pas si c'est lui qui est à l'origine des annonces, mais voilà, il est parti au même moment. Bref, on dirait que c'est le bordel. Alors bon, il se trouve que l'émission fonctionne, ça y a pas de souci. Alors on peut aussi se demander si c'est pas un coup de buzz, mais voilà, il y a différents éléments qui sortent, Nelson, sur Cyril Hanouna, son équipe et son émission, donc touche pas à mon poste. Ouais, enfin, Cyril Hanouna, ça fait un moment quand même que le mec, il est mégalomane, ce type. C'est une horreur. Le mec, il est surexcité en permanence. Dans sa tête, je sais pas pour qui il se prend concrètement, mais enfin, il est complètement cinglé, à mon avis, il doit être cocaïnomane au dernier degré. Mais bon, ça, c'est pas officiel, du coup, bon. Oui, on va pas. Par contre, en ce qui concerne cette espèce de taupe. Non, excusez-moi. Cette espèce de scandale qu'il y a autour, ouais, c'est complètement justifié, mais en même temps, c'est évident que ça allait sortir. C'est toutes les personnes qui se disent victimes de... Oh merde, j'ai encore perdu le mot. Excusez-moi. Ah, mais aidez-moi là. Bah, victime de quoi? De viol? Non, ça c'était le thème Non, d'avant. pas de viol. Ah, mon père qui rentre dans la salle. Non, sortez. Arrêtez. Ah, Non, je suis désolé. c'est l'invité.
Non, victime d'humiliation, voilà, de Voilà. maltraitance, j'allais dire. Donc, ce Non, chronique- sortez, je vous assure. Marc. Non, mais ce chroniqueur en premier qui, lui, en plus, était obligé de sourire parce qu'il était derrière la caméra, mais apparemment, ça s'entendait à l'équipe technique. Il y avait des mecs qui étaient en pleurs. Enfin, c'est une catastrophe. On a dit la même chose de celui qui est venu d'Énergie 12, là j'ai perdu le nom également. Humiliation Qui. Ah mince. Qui faisait quoi? Le chroniqueur de Cyril Hanouna qui vient d'Énergie 12 à la base. De leurs mots? Delormeau, voilà, Mathieu Mathieu Delormeau. Delormeau. On a dit la même chose de Mathieu Delormeau. Que voilà, il se sentait mal, il vivait très mal ce genre de choses. Il s'est expliqué sur Canal en disant bah écoutez, non, tout se passe très bien pour moi dans cette émission, je le vis bien. Enfin, faut arrêter les ragots. Alors non, mais ça c'est après, complètement non. faux. En même temps, ça se Mais voit. non. Enfin, je suis pas. J'ai regardé du coup vite fait ce que c'était la touche pas en poste. J'avais jamais vu de ma vie, honnêtement. C'est affligeant ce qu'ils nous montrent. C'est de la. Enfin, moi, ça m'a fait mal au cœur, tu vois, de voir ça. C'est une espèce de C'est la haine culture chelou. du terrorisme. C'est pas possible. Ouais, ça proche du terrorisme psychologique, c'est une catastrophe. Non, mais plus sérieusement, Cyril Hanouna, c'est un mec qui est dangereux pour ça, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir immense sur la chaîne D8 et donc du coup le groupe M6, il me semble. Non, Canal+. Canal+. Mhm. Ah bah, ça m'étonne pas. Ouais, Ouais, non, mais enfin, Hanouna, c'est un mec qui a toujours été comme ça. Après, c'est un mec qui vient de nulle part. Lui, il s'est battu pour être là où il en est, ça c'est respectable. Mais enfin, faut voir comment il fait ça, quoi. Il écrase tout le monde sur son passage, il parle très fort et tout. Honnêtement, non, Hanouna, c'est un type dangereux, selon moi. Il a rien à faire à la télé. Et le truc, c'est qu'il est défendu par tous ses fans. Et en plus de ça, c'est un mec qui est très très doué. C'est-à-dire que quand on l'attaque, il est capable de répondre avec Un tact et une intelligence, soif- mais oui. Mm. forte, quoi. Le Oui, mec parce que est bon. il s'est quand même produit dans cette émission. Bon, les révélations dans la presse étaient d'abord sorties, puis Bertrand Chameroy a décidé de quitter l'émission. Alors, ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse, c'est que Bertrand Chameroy aurait effectivement été menacé par Cyril Hanouna, alors que dans l'émission, quand Bertrand Chameroy a décidé de partir, c'était soi-disant contre la presse qui dit des choses sur lui. Avec donc Cyril Hanouna qui le relançait en permanence sur cette histoire. C'est vrai que finalement, on prend quelque part, si on suit ton raisonnement, on prend quelque part en otage le téléspectateur en disant, bah voilà, regardez, il part à cause de la presse, alors qu'en fin de compte, il partirait à cause des menaces de Cyril Hanouna. Donc il y a vraiment une ambiguïté là-dessus. Baptiste. Des mots que j'ai vus, j'ai regardé quelques vidéos justement là-dessus sur les réactions du mec qui s'est tiré et tout. Il y a vraiment des journalistes qui appelaient effectivement Cyril Hanouna de gourou, genre de gourou de secte, de culte. Ce qui est pas si faux que ça malgré tout. C'est que tu te rends bien compte que non, mais le mec il est protégé derrière déjà. Bon, derrière, il a une sorte d'armée de fans. De fans, bon, pas Non, mais il est pas si marrant. malin que ça non plus, mais Non. mais en tout cas son émission, ouais, il est entouré de chroniqueurs. Bon, c'est Non, parce que c'est une émission qui à la base est intéressante, une émission qui décrypte les médias avec plusieurs personnalités, Non, ça a de quoi non, attirer. écoute, je Non, non. t'arrête tout de suite. Excuse-moi, Nicolas. Non, en fait, cette émission-là est faite pour qu'on se moque. Ça fait appel à ce qu'il y a de pire en nous en tant qu'être humain, c'est regarder, c'est des nuls, machin, les mecs qui sont dans la banlieue, enfin, c'est les mecs qui vivent à la campagne, regarder les pecnos. Non, je trouve ça immonde. C'est un peu comme toutes ces émissions où on va chez des familles, ouais, regardez, le mec il est fan de Johnny, regardez cette espèce de gros beauf et tout. C'est pas dit, mais franchement, c'est tellement suggéré. Personne ne regarde ces émissions-là sérieusement, ils y vont pour se moquer. Et lui, il met ça en disant, ouais, on va faire l'émission exprès pour ça. Enfin, rappelez-vous de Splash le grand plongeon, quoi. On mettait des espèces de stars nulles, des Miss France, des trucs, des mecs des has-been, hein. Ouais, des gros has-been, des mecs qui avaient plus rien à perdre, et qui se mettent là, et puis on dit, hey, on va nous mettre sur un plongeoir, vous avez plongé, et puis là on te met une espèce de vieux mec de je sais plus quoi, l'amour est dans le pré, un truc comme ça, et le mec il lui manque des dents, ou je sais pas quoi, hey, vas-y plonge, ouais, c'est bien, tout le monde se fout de sa gueule, et personne dit rien, tout le monde dit, oh mais c'est pas grave, et tout, il s'en remettra, en plus de ça il est payé. Mais c'est quand même quelque chose qui pour moi est grave, c'est d'en arriver à piétiner des gens de cette manière-là pour faire de l'audimat. Moi, je trouve ça grave. Et le mec a fait toute sa notoriété sur ça. Je trouve que c'est pas un mec qui devrait avoir la parole, Hanouna. Et le truc dur, c'est que ce mec-là est très fort pour ça. Et rappelons qu'il flirte avec les 2 millions de téléspectateurs chaque soir dans son émission. Marc, je crois que tu avais également quelques éléments sur Enora Malagré également, qui fait partie de son équipe, il me semble. Enfin, quelques éléments, non. Enfin,
je porte très peu d'intérêt pour pas dire autre chose, à cette émission. Moi, Je je veux dire trouve le que, mépris, hein. Nelson avait un bon terme. Il disait que c'était affligeant, et moi, ouais, mais j'en pleurerais presque, parce que à la limite, faire une émission comme ça, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais voir qu'il y a 2 millions de personnes qui suivent ça de manière régulière et quotidienne, j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie de pleurer parce que c'est ces mêmes émissions-là. Et des fois, dans ces émissions-là, il y a des extraits qui démontraient que, enfin, où il y avait un sondage en disant est-ce que des chaînes de débat ou autres, ou même de documentaires devraient être supprimées ou non, étaient là. Et justement, là, ça rebondit sur Enora Malagré, qui disait oui, je trouve ça affligeant que vous cautionnez ce genre de programmes qui ne servent à rien. En fait, le problème étant, c'est qu'ils ont, comme tu dis, 2 millions de téléspectateurs. Alors, c'est ça qui est affligeant. Avant l'émission, je pense que c'est ceux qui suivent. Parce que on a le choix de zapper, qu'on a suffisamment de programmes, et vaut mieux vous faire quelque chose d'autre que de regarder ça. Et, et, et quand on voit quelqu'un qui a à peu près le niveau euh, d'un d'un vendeur de contrefaçon de jeans de Paris, tu te dis, c'est pas possible. Le mec, il fait son émission, il raconte n'importe quoi, il y voit un gourou, je crois que le terme était juste, et il arrive à faire de l'audimat. Alors, je suis pas pour qu'on supprime cette émission, moi je m'en fiche, je trouve ça. Le truc qui est affligeant, et non pas scandaleux, mais affligeant, c'est qu'il y a autant de public que ça, et le niveau des chroniqueurs, à part quelques-uns quand même, je dois reconnaître, je crois que c'est celui d'ailleurs qui s'est barré, je crois. Bertrand Chameroy. Peut-être pas lui, alors il y a un autre. Hmm. Et des fois, il y en a d'autres qui sont invités, qui sont pas cons. Courbet est pas con. C'est pas quelqu'un qui est con. Je l'aime pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas con. Et d'autres qui, des fois, sont invités, qui relèvent un peu le niveau. Mais c'est vrai que le procédé de cette émission est un peu dégueulasse parce qu'on se fout de la gueule des gens. Mais j'ai l'impression que c'est propre à Canal+. Quand vous voyez le petit journal, il n'y a pas plus débile, enfin débile dans le sens où c'est trop facile, quoi. C'est-à-dire que c'est le boboïsme de Canal+, et là, je savais pas que c'était le groupe Canal+, des 8, donc j'en parle plus librement, que je remarque que ces émissions-là sont une forme de boboïsme, c'est-à-dire que tous les bobos regardent ça, on crache sur les gens qui sont français, qui font partie du peuple, et en disant, voilà, nous on est là en train de déconner sur des sujets, on connaît la télé-réalité, on est au-dessus d'eux, ils sont complètement arriérés. Enfin, je trouve ça, ça manque beaucoup d'humilité. Enfin, je pense que le principe de base de cette émission, c'est l'absence d'humilité, ça c'est évident. Et quand tu vois l'autre, là, qui sont, ouais, justement, Nora Maguet, qui se sent pousser des ailes, et qui dit oui, je trouve ça dégueulasse que le mec de Nabila ait posté des photos de moi seins nus. Enfin, l'intelligence aurait voulu que des photos comme ça ne tombent pas sur le net non plus. Et elle a rien dit quand que certains journaux ont fait la une sur ça. Donc, je trouve ça totalement débile. Baptiste. Oui, non. Non, moi je veux juste défendre Canal+, quand même, malgré Non, tout. je parle sur ces émissions-là. Oui, Ouais, c'est non, vrai. mais c'est le Canal+, c'est le Canal+ moderne, franchement, ça. Oui, C'est le sûrement. Oui. Canal+, c'est Canal+ récent depuis quoi? Depuis Nelson, on va dire quoi? 2000? 2005 par là, Ouais, après 2005, on va Après dire. l'arrêt de nulle part ailleurs, quoi. Après, ouais, voilà. Ouais, encore, même après Nulle part ailleurs, il y a eu quand même 2-3 zombies, si tu veux, t'es de l'ancien Canal. Mais il y a eu une période où ça. Canal, c'était en train de s'enterrer doucement, quoi. Et avec le grand journal, dès qu'ils ont instauré le petit journal, c'était fini. Effectivement, c'est une sorte de petit truc très bobo, très. On reste dans notre petit truc, on se fait des blagues entre nous, et puis on reste dans nos délires, on cherche pas à se renouveler ou quoi que ce soit. C'est là où ils ont vraiment. Là, ils ont vraiment tué l'esprit Canal. Avec une petite différence, si je puis me permettre, entre le petit journal qui montre avec des images, alors bon, c'est la force des images, mais qui montre avec des images des choses, alors que dans l'émission de Cyril Hanouna, on a l'intervention de pseudo-spécialistes des médias qui donnent leur avis sur tout en fin de compte. Et au-delà même de donner leur avis, qui se permettent, comme le disait Nelson, comme vous le disiez tous finalement, de donner leur avis, mais comme si c'était pour argent comptant. Il y a pas de... Il y a du débat, mais on voit que c'est pas du vrai débat, c'est du oui-non. Mais qu'au-delà de ça, quand un gueule un peu fort quelque chose, personne ne va à son encontre et ça s'arrête là. Voilà. Bon. Mais enfin, pour revenir même sur Canal+, je disais tout à l'heure que ça m'étonne pas que ça m'étonnait pas que ce programme, la chaîne D8 soit du groupe Canal+, et du coup produise ce genre de programme. C'est que Canal+ est une chaîne en France qui a un pouvoir monstrueux. C'est-à-dire que en tant que production, c'est la première chaîne de France, c'est le premier groupe de France. Après, tu dois avoir Gaumont Pâté et UGC, ces trucs-là. Mais Canal+, c'est un truc énorme. Ils ont un pouvoir déjà sur la production du visuel en France qui est beaucoup trop important selon moi. Après, tant mieux pour eux, hein, je dirais. Disney fait pareil aux États-Unis. Mais, euh, mais là où ça devient, moi, ça me gêne, c'est que
ils ont un monopole sur la pensée française avec des émissions comme par exemple Les Guignols. Pourtant, c'est très intelligent, Les Guignols, j'aime beaucoup. Mais ça façonne d'une certaine façon une manière de penser en France. Et du coup, c'est-à-dire que maintenant, si on veut que notre pensée soit validée, il faut qu'elle soit en accord avec ce que disent les chroniqueurs de Canal+, qui sont franchement pas les plus sérieux du monde, quoi. Parce que Canal+, on sait bien que c'est une chaîne de télé, que les mecs veulent faire du chiffre. Mais malgré ça, ils essaient de distiller une pensée, une bien-pensance qui, qui est la leur, qui est la meilleure, qui est celle que, voilà, on est ultra hype, du coup, c'est nous qu'on a raison. Et, enfin, c'est pas très français, mais... Une bien-pensance, d'accord, mais tu peux pas dire que le Canal Plus d'avant, il était comme ça. Alors, non, justement... Avant, les mecs, c'était des gros rebelles, quand même. Ouais, non, mais attends, C'était je parle du Canal Plus actuel, mais c'est vrai que pour en arriver là où ils sont, c'est vrai qu'ils avaient des mecs qui avaient du talent, enfin, je pense les débuts de Canal Plus, rien que les nuls, Alain Chabat, tout ça, c'est des mecs, en termes de production, ils sont bons, tu vois. Et puis, ils faisaient des choses qui étaient intelligentes, c'était critique, mais c'était intelligent, t'avais du recul, t'avais une pensée derrière. Et puis bon, ça restait de l'entertainment, tu vois. Ils disaient pas, ouais, c'est bien de penser comme ci, comme ça. Là, tous les artistes qui sortent, qui sont estampillés Canal+, tous les cinéastes qui sortent estampillés Canal+, et t'es sûr que si tu passes sur Canal, qu'on dit du bien de toi, ce que tu vas faire va marcher. Donc ça, c'est pour la culture, mais c'est pareil pour la politique. Et surtout que, juste pour rajouter, que maintenant, ils s'inspirent en plus, ils prennent des mecs d'Internet. En plus, franchement, Monsieur Poulpe, quoi. Voilà. En 2013, c'était Sophie Tissier qui était, je sais pas si vous vous souvenez de ça, qui était apparue à l'antenne pour dénoncer sa baisse de salaire et elle avait poursuivi la chaîne au prud'homme et la chaîne a été condamnée le 7 mars dernier à verser à son ancienne collaboratrice 138 000 € de rappel de salaire et d'indemnité pour abus de contrat précaire et licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Donc voilà, et elle s'est exprimée dans l'Express et a un peu confirmé ce qui se dit actuellement dans les médias contre l'équipe de Cyril Hanouna, enfin contre Cyril Hanouna et la production de Touche pas à mon poste. Je vous propose de passer à notre dernier sujet de ce soir, toujours dans notre coup de projecteur, et cette fois-ci nous allons écouter Nelson, bien qu'on t'a déjà écouté Il y a Nelson, pas mal mais aujourd'hui, là. hein Ouais, j'ai beaucoup parlé, là. bah, vous n'êtes que trois messieurs, il faut meubler hein, Ah. et surtout s'exprimer. Les droits d'auteur sur Internet. Alors peut-être nous rappeler un petit peu le cadre de tout ça, les droits d'auteur sur Internet, et puis peut-être nous dire tout simplement d'où vient cette idée de chronique de ce soir. Alors cette idée, ça vient de... En fait, c'est un travail universitaire que je suis en train de mener, une étude sur sur la façon dont on monte des films sur Internet, et plus particulièrement des films de patrimoine. Et puis bon, bah, en développant cette question, je me suis confronté à une problématique qui est celle du droit d'auteur sur Internet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une tendance selon les internautes, enfin chez les internautes plutôt, à s'approprier les œuvres en dépit pas en opposition, hein, j'insiste, mais en dépit de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur est quelqu'un qui reste respecté, mais sur Internet, ça devient une œuvre, ça devient un produit qui appartient à son public. Du coup, c'est ça devient c'est une œuvre qui du coup va se transformer. C'est-à-dire que quand un film sort, il va aller sur Internet. Déjà, il va être distribué. On va faire beaucoup de choses avec. On va faire des chroniques dessus. On va prendre des extraits pour faire des mèmes, pour faire des blagues avec, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une pensée qui est quand même assez intéressante derrière. C'est un espèce de mix. On a tendance à penser que les gens qui sont sur Internet ne respectent pas les auteurs. Et c'est un truc qui est faux. C'est juste que économiquement, c'est pas viable. Du coup, on pense que ça n'intéresse pas enfin, c'est contre les auteurs. Après, les internautes ont envie de justifier. Ils ont envie de se justifier. Ça donne. Enfin, on parle de liberté de la circulation des œuvres. Ça devient légitime de demander un libre accès au contenu culturel parce que d'une certaine façon, oui, c'est vrai que ça leur appartient. Après, c'est vrai qu'il y a une bonne dose d'hypocrisie derrière ces considérations. C'est-à-dire que quand on reprend des épisodes je sais pas, une série Canal ou House of Cards que tu regardes gratuitement sur ton PC, c'est vrai que bon, c'est pas du contenu culturel, c'est juste du piratage. Bon, après, c'est un autre débat. Mais donc, il y a quand même une petite forme d'hypocrisie derrière ça. Comment? Bon.
Et mais de cette espèce d'appartenance, c'est vrai il en découle des pratiques au service, finalement, qui rendent service à ces œuvres. Je vois par exemple, il y a des mecs qui ont eu l'idée de faire des restaurations de vieux films et de les mettre gratuitement sur Internet en pensant que c'était bien ce qu'il fallait faire, etc., etc. Il y a tout ce qui est les détournements, il y a les mash-up. Et du coup, une œuvre, par exemple, filmique se transforme, ce n'est plus qu'un film, ça devient une espèce de, j'avais noté une chimère qui se retrouve parfois affublée, parfois sublimée par ce que le public fait d'elle, si tu veux. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et l'auteur, du coup, c'est plus que le géniteur d'un bien qui ne lui appartient plus. Enfin, c'est plus, ça devient, oui, c'est le géniteur de l'œuvre. Donc l'œuvre, c'est pas que ça lui appartient plus, mais c'est il ne la contrôle plus. Je prends pour les plus gros exemples des types comme Ridley Scott ou George Lucas, qui eux ont créé des œuvres il y a un certain nombre d'années, et en essayant en les mettant en libre accès, enfin c'est devenu quelque chose qui est Star Wars. Donc il y a les films, il y a tout ce qui a été fait autour par des fans qui ont dépossédé Star Wars de son auteur et se le sont appropriés. Voici. Baptiste, toi qui connais ce domaine des séries sur Internet, voilà, de tout ce qui... Ah, pardon, excuse-moi. Le respect des droits d'auteur, Oui, le vas-y. respect des droits d'auteur, moi, bon, jusque-là, j'ai un exemple là-dessus. Mais Un oui, contre-exemple. un contre-exemple, non, pas spécialement. Sinon, oui, je suis d'accord hein, pour dire que effectivement, ils sont obligés un peu de tricher là-dessus, au niveau sur Internet, de toute façon, pour économiquement pour que ça marche. Après, non, après c'est peut-être sur la dernière remarque, effectivement, le côté dépossédé d'une œuvre en s'inspirant de la chose ou les autres. Non, je pense pas que tous les trucs Star Wars qui ont été faits, ils ont pas été dépossédés de Lucas quand il y a eu. Lucas a Quand pas il y a été eu. dépossédé de... Oui, voilà, enfin, Lucas n'a rien perdu du tout. Il a même gagné derrière enfin, au final, c'est ça, c'est que ça participe au mythe. Oui, bien sûr. Ça dépend après, en fait. Par contre, ça dépend en fait du poids de l'œuvre originale. Star Wars, c'est tellement lourd que personne pourra se le réapproprier. Tu vois, il y a une légende. Par contre, tu prends un film bidon, un mec va faire mieux en se marrant là-dessus, bah là, ça marchera. Tu prends les détournements, tu connaîtras mieux les détournements que le film original. Mais c'est vrai qu'au final, tu vois, le mec, quand il fait ça, on aurait tendance à penser que institutionnellement, ça dessert une œuvre, genre, ouais, ils ont fait du fric sur notre dos, etc., etc. Alors que pas du tout. Au final, le paradoxe, c'est que ça sert complètement l'œuvre. C'est-à-dire que Ouais. on en fait autre chose qui est... Ça dépend de quoi. Après, ça dépend de ce que tu as fait avec. Évidemment, ça Sinon, peut t'as les être lois très sur les bien comme très parodies, t'as mauvais. des trucs comme ça. Après, c'est protégé aussi. Il y a des protections sur les parodies, sur l'humour par rapport à un truc. Ouais, mais c'est une pensée que moi je trouve intéressante. En tout cas, cette espèce de rapport qu'on a autour d'une œuvre qui, euh, qui est dépossédée un peu de son auteur. Et le gros paradoxe, c'est qu'en plus, les auteurs sont respectés quand même. C'est-à-dire que, putain, George Lucas, bon, on l'a un peu bâché par rapport au Star Wars 1, 2, 3, parce que bon, ça plaisait pas aux fans, etc., etc. Mais ça reste quelqu'un quand même qui est respecté pour ce qu'il a fait. Et la plupart des auteurs qui sont à l'origine des films qui font l'objet de détournements sont quand même des gens qui ont une forme de respect. Franchement, c'est par hommage la plupart du temps que c'est fait aussi. Tout ça, c'est par respect, c'est par hommage, hommage par rapport au réalisateur, par rapport au créateur de l'œuvre, après par amour pour l'œuvre aussi. Il faut pas croire que c'est uniquement du gain personnel. Parfois, c'est vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui font vraiment ça de façon pas désintéressée, mais vraiment pour en profiter eux-mêmes et en même temps partager l'influence qu'a l'œuvre originale. Ça veut dire que c'est quand même très paradoxal, et surtout qu'en plus, là, il commence à y avoir des pratiques qui avant étaient réservées aux institutions, c'est-à-dire que je prends l'exemple qui me parle bien, c'est tout ce qui est restauration. C'est-à-dire qu'avant, si tu n'avais pas un laboratoire de pellicule chez toi, tu pouvais pas faire de restauration. Là, tu as des mecs qui sont lancés dans cette espèce de projet qui est fou, qui coûte une blinde. Alors que c'est des mecs qui sont chez eux, tu vois, qui sont derrière un écran. Bon, c'est des fans qui ont fait ça, si tu veux. Et c'est marrant parce que ça rejoint une institution, c'est-à-dire c'est des projets d'institution, si tu veux.
C'est dans l'idée, en fait, c'est la même chose que ce que peut faire la Cinémathèque française, par exemple. Alors que c'est une institution qui est bien posée, qui est respectée, etc., etc. Mais ça se fait sur Internet sans l'aval de personne. Si tu veux, on se dit, bah écoute, on a envie de le faire, on le fait. Après, ça fait un peu partie des principes d'Internet aussi. C'est un peu l'accès Ouais, à mais, l'information à tous, de façon mais plus ou c'est moins quelque chose qui libre. mérite. Non, mais pour toi, c'est limpide, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet aspect-là. Si tu veux, pour eux, Internet, c'est le piratage. Ils vont juste voir des films en streaming parce qu'ils payent pas et tout. Mais il y a quand même quelque chose, Mais une vraie culture, en fait. une véritable Encore une culture. fois, hein, on est c'est la soirée de la culture, mais c'est la culture d'Internet, malgré tout. Oui, c'est. Comme je te disais, c'est l'accès à l'information, donc là, forcément. Alors, on parle de l'accès à l'information et Internet. Il y a quand même, avec Internet, de moins en moins de traces de qui est l'auteur d'un texte, par exemple, aussi également. Parce que Voire sur d'une un. vidéo, puisqu'on peut être sous une adresse mail qui ne porte pas son nom. Voilà, quand Ouais, on mais parle c'est. aussi de ces questions-là, de droit d'auteur, de qui est à l'origine de ce que l'on lit, de ce que l'on voit, il y a quand même des questions qui se posent avec Internet. Parce qu'il y a une vraie et très très forte culture de l'anonymat sur Internet. C'est-à-dire que c'est une. Tu le disais la semaine dernière d'ailleurs à l'occasion, la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, quand on parlait d'Apple, et que finalement les Oui, gens c'est étaient la semaine dernière. noyés, la semaine dernière, voilà, les gens sont noyés dans le flot d'Internet. Mais c'est vrai que c'est une véritable culture, l'anonymat sur Internet. C'est une façon de te protéger, c'est une façon de créer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses qu'on voit sur Internet qui n'ont pas d'auteur. Enfin, il y a bien des mecs qui les ont fait, tout ce qui est mème, tout ce qui est petites blagues, machin, etc., etc. Baptiste les connaît mieux que moi. Mais il y a plein d'œuvres, parce que oui, c'est des œuvres, au final, c'est une véritable culture, là, pour le coup. Et il n'y a pas d'auteur, si tu veux, c'est pas marqué, genre, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Il y a de la traçabilité un peu quand même sur Internet, Oui, il y faut en pas a un croire. peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses où t'as pas d'auteur désigné, si tu veux. Il n'y a pas d'auteur désigné, après, si tu regardes, ça dépend. Tu regardes genre YouTube, par exemple. YouTube, il y a plein de vidéos qui ont tourné, on peut retrouver l'auteur. Après, il y a des sites qui répertorient. Il y a des sites, après, comme tu dis, les mêmes, par exemple. Il y a plein de sites qui répertorient les différents trucs sur Internet et qui essaient d'en chercher les sources, qui en cherchent la source, plus ou moins justifiée. Après, hein, bien sûr, il y en a certains, c'est faux. Comme on dit toujours, Internet, pas toujours croire ce qu'on voit sur Internet. C'est normal. Mais il y a quand même mais c'est vrai que ce côté anonymat, je suis assez d'accord. Enfin, le fait que c'est tellement au-dessus de nous tout ça. Internet en soi, si tu veux, c'est tellement un truc bien plus grand que nous. Personne peut vraiment se prétendre propriétaire d'une idée, tu sais. C'est ça, en fait, au final, quand tu mets quelque chose sur Internet, c'est plus une idée qu'autre chose. Ouais, mais c'est marrant parce que ça devient quand même extrême. Ça devient complètement public quand une partie du monde où ça va sur Internet, immédiatement, ça devient public, si tu veux. Et c'est aussi pour ça que quand il y a une erreur en politique qui se fait, ça va sur Internet, et tout le monde s'approprie, tout le monde gueule, ou tout le monde commente, etc., etc. C'est que c'est le moyen. En fait, c'est donner la parole aux gens et donner les moyens de faire quelque chose, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'écriture, que ce soit de la musique, ce que tu veux. C'est un moyen de rendre public des choses qui avant ne l'étaient pas. Et ça, je pense que c'est assez révolutionnaire dans notre façon dont on va, à l'avenir, créer des œuvres. Et la preuve dans cette émission, puisqu'on rend public notre pensée qui ne l'était pas forcément avant. Ah bah attends, bien sûr. Eh ben merci messieurs pour ce dernier sujet sur les droits d'auteur, mais merci également de votre participation dans l'ensemble de cette émission. On rappelle ce rendez-vous le 7 avril prochain, les Rec Awards. Les inscriptions pour le public de ce tremplin musical sont ouvertes sur le site de la radio-rec.fr. C'est gratuit, alors profitez-en, sinon sur place ce sera 2 €. Pour info, 4 finalistes seront en représentation à partir de 19h le 7 avril à la Maison de l'Étudiant à Champs-sur-Marne, et je sais de source sûre que ça se prépare vite. Merci d'avoir été avec nous ce soir, merci à nos chroniqueurs, merci Nelson, merci Nico. Baptiste, merci Marc. Merci. Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de Radio Rec sur notre site radio-rec.fr. Enfin, vous pouvez réagir, poser vos questions ou participer sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous y attend nombreux, et merci beaucoup à vous de nous suivre. Je sais qu'il y a une émission il y a quelques jours, quelques semaines, c'était il y a 2 semaines, qui a fait beaucoup de vues sur YouTube. Voilà, on est à 900 vues ce soir. C'est quand même pas mal du tout pour une émission de Politiquement Incorrect, et en tout cas on remercie tous nos auditeurs fidèles ou moins fidèles qui sont intéressés par des sujets qu'ils voient dans cette émission. Merci beaucoup, à bientôt, bonsoir, bisous.
Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.